Pendant 7 ans, j'ai été l'épine dorsale silencieuse de notre famille. Le loyer, payé. L'électricité, couverte. Les urgences médicales, les courses, les dîners d'anniversaire, si cela arrivait avec une facture, c'était moi qui la prenais en charge. Je ne me suis jamais plainte, pas même lorsque mes économies s'amenuisaient ou quand je sautais le dîner pour qu'il ne voie pas que je mangeais des nouilles bon marché seule, dans ma chambre. J'étais l'aîné. Et quand mon père a perdu son emploi après la fermeture de son entreprise, je me suis interposée sans la moindre hésitation. À 23 ans, je jonglais entre 2 emplois, un poste dans le commerce de détail la journée, et des travaux de design en freelance la nuit juste pour que notre maison ne s'écroule pas. Mon frère était à l'université, ma sœur encore au lycée. Maman était submergée émotionnellement, et papa, lui, il n'a jamais dit « merci ». Pourtant, je les aimais. J'espérais encore qu'un jour, ils me verraient autrement, non pas seulement comme la réparatrice, la fournisseuse, celle sur qui l'on peut toujours compter, mais comme une personne, une fille, un être humain qui avait, elle aussi, besoin de soins, de reconnaissance, ou simplement d'un instant pour respirer. Cet instant n'est jamais venu. À la place, ce que j'ai reçu, c'est une gifle en pleine figure. Pas une gifle physique, mais quelque chose de pire, de plus calculé. C'est arrivé un dimanche matin gris, alors que je nettoyais le réfrigérateur. Je venais de solder la dernière dette de carte de crédit de mon père, une vieille facture d'hôpital. Je pensais que peut-être, cette fois, il le remarquerait. Papa, dis-je doucement, je crois qu'il faut qu'on commence à gérer le budget différemment. Je ne peux plus tout couvrir seul. Il leva les yeux de son café, fronça les sourcils et ricana. Tu fais comme si tu nous rendais service, marmonna-t-il. Je clignai des yeux, incertaine d'avoir bien entendu. Cela fait des années que je paie presque tout, dis-je calmement. Je ne fais pas semblant. J'aide vraiment. C'est alors qu'il se leva, posa sa tasse violemment sur le comptoir et cracha les mots qui allaient résonner dans ma tête pendant des années. Tu crois que t'es une sainte? T'es juste une sangsue avec un complexe de martyr. Tu vis sous ce toit gratuitement, et maintenant tu viens nous faire la leçon comme si on te devait quelque chose. Si t'en as marre d'aider, dégage. Je me figeai. Maman était là. Elle ne dit pas un mot. Ma sœur leva les yeux de son téléphone mais ne réagit pas. Mon frère, rentré de l'université, haussa simplement les épaules avant de replonger dans son bol de céréales. Personne ne me défendit. Personne ne dit « Attendez, c'est grâce à elle si on tient encore debout ». J'étais invisible. Je restais immobile une seconde de trop, le cœur battant à tout rompre, sans savoir si je devais hurler, pleurer, ou m'effondrer. À la place, je me dirigeai vers ma chambre, fermai la porte et restai assise dans le silence. Cette nuit-là, je fis ma valise une seule. Je n'annonçai rien. Je ne fis pas de scène. Je partis simplement. Je m'installai dans la petite chambre d'amis d'une amie, sans dire à personne où je me trouvais. Puis, j'arrêtai les paiements. L'autopaiement de l'hypothèque. Supprimé. Les factures d'électricité. Résiliées. L'application de livraison de courses que j'avais abonnée pour eux. Effacée. 2 semaines plus tard, mon téléphone explosa de notifications d'appels manqués. Au début, je me sentais coupable. Chaque fois que je retournais l'écran de mon portable face contre la table pour ignorer un appel de maman, ou que je laissais sans réponse un message de mon frère disant « Pourquoi les lumières sont-elles éteintes ?», mon estomac se nouait. Des années de conditionnement m'avaient appris que ma douleur passait toujours en dernier. Que peu importait combien je souffrais, leur confort venait en premier. Mais après ce dimanche-là, quelque chose s'était fissuré en moi. Et cette fois, je laissais le silence parler pour moi. Il n'avait aucune idée d'où je me trouvais. Pour la première fois depuis 7 ans, il devait se débrouiller sans moi. Le réfrigérateur resta vide. L'eau fut coupée. Les mensualités de la voiture tombèrent en défaut.
Je regardais discrètement, de loin, maman publier de vagues statuts Facebook demandant des prières pour traverser cette période difficile. Mais personne ne prononçait mon nom. J'avais été effacée de leur histoire au moment même où je cessais d'être utile. 3 semaines après mon départ, je reçus un appel d'un numéro inconnu. Par réflexe, je répondis. C'était ma sœur. Tu fais ton cinéma, siffla TL. Papa et maman galèrent et toi, tu joues les victimes là-bas. Je pris une grande inspiration. Tu veux dire la victime qui a payé ton Wi-Fi, tes commandes de déjeuner et tes vêtements en ligne pendant les 4 dernières années. Silence. Tu savais, dis-je calmement. Vous saviez tout ce que je faisais? Vous vous en fichiez, voilà tout. Elle raccrocha. Ce soir-là, je craquai non pas de regret, mais de chagrin. Le deuil d'une famille qui ne m'avait jamais vraiment vu autrement que comme un compte en banque avec un battement de cœur. J'écrivis une lettre. Pas pour l'envoyer, mais pour purger tout ce que j'avais gardé enfermé au fond de moi. Tu m'as traité de sansu, papa, mais c'est moi qui maintenais ton toit au-dessus de ta tête. Tu m'as appelé égoïste. Mais quand est-ce que quelqu'un n'a pris la peine de me demander si j'allais bien? Quand j'ai arrêté de payer, vous n'avez pas seulement perdu de l'argent. Vous avez perdu la seule personne qui se souciait assez de tout tenir debout pendant que vous me traitiez comme si je n'avais aucune importance. 2 mois passèrent. Je m'installai dans un petit studio à moi, décrochai un meilleur emploi à distance, et enfin, je commençai à dépenser pour moi-même. J'achetai de la vraie nourriture. Je suivis une thérapie. Je dormis sans me réveiller au milieu de la nuit rongée par l'angoisse financière. Pour la première fois, je ne survivais pas. Je vivais. Et puis l'email arriva. De mon père. Objet urgent. À lire. C'était un mur de texte. Il disait qu'il était expulsé, qu'il avait été pris de court par les factures que je couvrais autrefois, et que si je pouvais juste les aider, cette fois-ci, ce serait suffisant pour les maintenir à flot. Il n'y avait aucune excuse. Juste du désespoir. Je ne répondis pas. J'attendis. Quelques jours plus tard, une lettre arriva à mon adresse professionnelle. Je ne la leur avais jamais donnée. Mais d'une manière ou d'une autre, ils l'avaient trouvée. À l'intérieur, une copie d'un document qui me glaça le sang. Mon nom manquait de la police d'assurance retraite de mon père. J'avais été intentionnellement exclu, 2 ans plus tôt. Motif, peu fiable. Donc, non seulement ils avaient compté sur moi pendant des années, mais ils m'avaient aussi officiellement effacé dans mon dos. Je n'envoyais aucune réponse. Mais quelque chose changea en moi. Je n'allais pas seulement m'éloigner. J'allais reprendre le contrôle de mon récit. Et le destin me tendit l'opportunité la plus ironique qui soit. Un ancien ami de fac, avec qui je n'avais pas parlé depuis des années, m'envoya un texto. Et, tu sais l'immeuble où vivent tes parents. Mon oncle a une société qui vient tout juste d'acheter le bâtiment. Il prévoit de le rénover et de le revendre, sauf si tu veux prendre en charge la gestion du bail. Tu veux que je te mette en contact? Je fixai le message. Le toit même que j'avais maintenu au-dessus de leur tête était désormais sur le marché, et j'avais l'occasion d'être celle qui détenait les clés. Je souris, non par rancune, mais parce que le karma venait enfin de frapper à ma porte. Et cette fois, je répondis. J'acceptai la rencontre, non par vengeance, mais par lucidité. L'immeuble était en mauvais état. Ma famille avait négligé l'essentiel, tout comme il m'avait négligé. Mais j'y vis du potentiel. J'avais désormais de l'argent de côté, un bon crédit et un meilleur jugement. J'achetai l'immeuble par le biais d'une société à responsabilité limitée. Aucun nom traçable, aucun lien avec mon identité personnelle. Pour eux, j'étais parti. Mais en réalité, je n'étais pas parti. Je regardais. Le jour où la propriété changea légalement de main, je reçus un message vocal de maman. Elle pleurait. On a reçu un avis, sanglotait-elle.
Ils vendent l'immeuble. On va perdre la maison. Je ne sais pas quoi faire. C'était la maison dont j'avais payé le loyer quand personne d'autre ne le pouvait. La maison que j'avais sauvée de la saisie grâce à mes travaux de design à 2 heures du matin et mes découvertes bancaires. Et maintenant, elle pleurait à l'idée de la perdre. Cela ne me brisa pas. Cela m'apaisa. J'envoyai une lettre, un avis officiel de la part de la société. 60 jours. C'est alors qu'ils apparurent devant mon nouveau logement. Pas mon ancien appartement. Pas la chambre d'amis de mon ami. Ils avaient retrouvé mon studio grâce à des connaissances et des proches avec qui je n'avais pas parlé depuis des années. Mon père se tenait sur le trottoir, les bras croisés, comme si de rien n'était. Ma mère avait l'air usée, perdue. Mon frère, qui ne m'avait pas adressé la parole depuis des mois, tenait un sac de courses comme s'il s'agissait d'une offrande de paix. « On peut entrer ?» demanda mon père d'une voix plate. « Non, répondis-je. »« Écoute, commença-t-il. On traverse une période difficile. Tu as fait passer ton message, mais la famille s'entraide. Tu nous dois bien ça. » Je ris doucement, mais sans chaleur. Je vous dois quelque chose? Je vous ai tout donné pendant 7 ans. Vous m'avez jeté dehors et appelé Sansu. Maman tendit la main, les yeux humides. On était stressé. On ne le pensait pas. Vous ne le pensiez pas. Comme lorsque vous avez retiré mon nom de la police de retraite. C'était aussi le stress. Leurs visages se figèrent. Je sais tout, poursuivis-je. Vous avez fait de moi votre plan de secours, votre bête de somme silencieuse. Et quand je me suis épuisé, vous avez essayé de m'effacer. Eh bien, maintenant c'est moi qui vous ai effacé de mes comptes, de mes paiements et de mon avenir. Ils restèrent sans voix. Mais je vais faire mieux, ajoutai-je. Je ne vous expulse pas. Je vous offre un choix. Le front de mon père se plissa. Vous pouvez rester dans la maison à une seule condition. Vous paierez le loyer complet, à temps, sans traitement de faveur. Exactement le même accord que j'offrirais à un étranger. Ou alors, vous partez. Le silence dura une seconde de trop. Tu bluffes, dit mon frère. Je reculai dans l'embrasure de la porte et brandis les nouvelles clés. Ces clés disent le contraire. Finalement, ils repartirent. Pas de cris, pas de supplications. Juste un silence stupéfait. J'avais tout repris, selon mes propres termes. Les semaines passèrent. Ils ne choisirent pas de rester. Ils emménagèrent chez une de mes tantes, celle qui m'avait toujours méprisée parce que je ne m'étais jamais rangée. J'appris par des rumeurs qu'ils n'étaient pas heureux là-bas, mais ils ne me recontactèrent jamais. Je gardai le duplex, le rénovai, et transformai la seconde unité en un refuge tranquille et créatif, où je peignais, lisais et, enfin, respirais sans la pression constante sur ma poitrine. Le loyer des locataires finançait ma paix. Le silence payait ma guérison. Un jour, j'encadrai le message vocal que maman m'avait laissé, non pour me vanter, mais comme rappel. Je ne suis pas une sangsue. Je ne suis pas jetable. Je ne suis pas un plan de secours. Je suis la fondation sur laquelle ils se sont appuyés, et désormais, c'est moi qui tiens debout. Et quand les gens me demandent si ma famille me manque, je souris et je réponds. Non. J'ai enfin construit une famille, avec des limites, de la grâce, et mon nom sur le titre de propriété. Le cercle est bouclé, tout à moi.